ça va avoir des conséquences catastrophiques qui sont très bien documentées par les services météorologiques israéliens. On a pris depuis 1988 à peu près un demi-degré d'augmentation de température par décennie. C'est quand même énorme, c'est très au-dessus de la moyenne internationale. Et nous allons parler environnement et climat, bien entendu, après la publication de ce rapport d'experts de l'ONU qui a conclu au fait que, eh bien, il y avait effectivement, de manière très claire, un consensus sur le fait que le réchauffement global est une évidence aujourd'hui. Et le développement d'événements climatiques extrêmes ne devrait pas cesser si personne ne prend des mesures, si, on va dire, la planète ne décide pas de se soigner. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Jonathan Eichenbaum. Jonathan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs. Alors, dans la presse israélienne, je le citais à l'instant, le professeur Rosenfeld dans le Yediot Aharonot parle du fait que c'est la première fois qu'il existe un très large consensus autour des conclusions de ce rapport sur le réchauffement climatique, sur les événements climatiques extrêmes, sur le fait que l'émission de gaz à effet de serre, c'est la cause principale de ce qui se passe actuellement dans le domaine climatique. C'est la première fois véritablement qu'un rapport est aussi consensuel ? Non, pas du tout. C'est pas la première fois. Ça fait très longtemps que les rapports du GIEC sont consensuels, dans la mesure où ce ne sont pas des rapports qui sont établis par des scientifiques qui font eux-mêmes les recherches. C'est un groupe de plusieurs centaines de scientifiques qui documentent l'ensemble des recherches et l'ensemble des connaissances qui ont été établies et qui se sont accumulées jusqu'au moment où ils écrivent le rapport. Donc il s'agit finalement de compiler des millions de mesures qui ont été prises à travers le monde, des mesures de température de l'eau, température à la surface de l'air, concentration de CO2 dans l'atmosphère, des recherches qui sont aussi des recherches paléontologiques qui sont établies et qui sont faites en permanence tout le temps, de manière à comprendre le climat du passé et de manière à établir de manière très claire que la tendance actuelle est une tendance inédite dans l'histoire, on va dire dans l'histoire de plusieurs millions d'années au moins de la planète, à la fois par l'ampleur et surtout par la rapidité. La rapidité, bien sûr, c'est le fait de l'activité humaine qui se produit très rapidement. L'ère industrielle bouleverse le climat à une vitesse extraordinaire. Ce qui est consensuel aujourd'hui, je pense, c'est plus la façon dont les politiques et dont le grand public peut se rendre compte de cette accélération de la crise climatique et des événements climatiques extrêmes, en tête desquels les vagues de chaleur qui frappent par leur intensité et par leur fréquence, et puis également les précipitations. Alors, depuis la COP 21, il y a 6 ans à Paris, si je ne m'abuse, 6 ans, c'est presque 6 ans à Paris, jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des progrès qui ont été enregistrés ? Ou alors est-il erroné de dire que, par exemple, l'ère Trump, qui intervenait dans cet intervalle, a freiné, on va dire, toute possibilité de mettre en place, une bataille structurée au niveau international contre par exemple, les gaz à effet de serre ? Oui, la réponse est mitigée, c'est-à-dire que Paris a effectivement ouvert une nouvelle ère pour ce qui concerne la diplomatie du climat et les efforts internationaux qui sont faits dans ce sens. Pour la première fois, la communauté internationale a voulu adopter une approche plus réaliste. Elle a demandé à chaque pays de dire pour combien elle était prête à réduire ses gaz à effet de serre. Et puis les États sont venus avec des objectifs réalistes, parfois modestes, parfois très modestes, comme ceux d'Israël par exemple. Mais après, à terme, l'objectif c'était, en quelques années, de construire une stratégie qui permette une décarbonisation totale de l'économie d'ici 2050, c'est-à-dire en une trentaine d'années, d'arriver à arrêter complètement d'émettre les gaz à effet de serre, c'est-à-dire d'arrêter de détruire les forêts, de les maintenir à leur état actuel. Alors que je vous parle, je vous donne une petite donnée, il y a plus de 8000 km² de forêts qui ont été déboisées au Brésil cette dernière année. Donc on parle de quantités énormes, il y a des feux de forêt monumentaux. Bon, on parle des feux de forêt en Grèce, en Turquie, en Californie, mais ce qui se passe en Sibérie est absolument alarmant. On parle également de milliers de kilomètres carrés qui sont détruits chaque année, donc on a des quantités absolument phénoménales. Et puis l'arrêt de la combustion du gaz, du charbon et du pétrole.
et le passage à des formes d'énergie renouvelables. Et alors, il y a eu des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles, comme vous l'avez très justement souligné. Trump, ça a donné un coup d'arrêt parce que le monde avait et nécessite toujours le leadership des États-Unis dans ce domaine. La Chine qui est la principale, finalement la Chine émet quasiment un quart des gaz à effet de serre, donc c'est la principale concernée, mais elle est plus lente à bouger, bien qu'elle fait des progrès immenses. Le leadership européen, l'Europe a été jusqu'à présent le principal moteur des changements positifs. L'Europe est celle qui a les objectifs les plus ambitieux depuis longtemps. Et Trump a porté un coup d'arrêt à cela, mais d'un autre côté, ça a provoqué une vague de réactions très importante, à la fois à l'intérieur des États-Unis, à la fois à l'extérieur des États-Unis, de toutes sortes de leaders et de groupes qui ont dit nous on continue. Donc ça n'a pas porté un coup d'arrêt total. Cependant, ça reste largement insuffisant, à la fois par la vitesse, c'est-à-dire que pour dire ça en une phrase, il faut qu'on fasse des changements extrêmement profonds à une vitesse extrêmement grande. Avec la culture politique qui est en règle de nos jours où on regarde à court terme, c'est un exercice très risqué. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant un peu, parce que bien entendu on balaye sur son palier, on va dire plus naturellement, parler d'Israël, parce que apparemment donc le rapport parvient à une conclusion que l'on connaissait déjà, on en avait déjà parlé ensemble, je pense, que l'effet de ces gaz à effet de serre est bien plus notable au Proche-Orient. En Israël, au Proche-Orient, que dans d'autres régions de la planète. On parle d'une augmentation de 1,5%, 1,5 degré de chaleur en Israël, si je ne m'abuse, au cours des dernières années. Est-ce que finalement, du côté israélien, même on va dire, les ambitions modestes dont vous parliez tout à l'heure, elles ont été remplies? Est-ce qu'on peut passer à la phase supérieure et essayer de lutter de manière plus efficace? Oui, alors d'abord c'est très juste que ça fait déjà quand même plusieurs dizaines d'années qu'il a été établi que l'est du bassin méditerranéen est ce qu'on appelle un hotspot, c'est un point chaud du changement climatique, comme le Groenland, comme d'autres endroits du monde, où la crise climatique s'accélère de manière plus importante. Pourquoi d'ailleurs? Quels sont les facteurs qui accélèrent cette dégradation? C'est des facteurs météorologiques. Si vous voulez, quand les gaz à effet de serre sont répartis de manière uniforme autour du globe, puisque peu importe là où on émet les gaz à effet de serre, finalement, de manière uniforme, la concentration existe de ces gaz à effet de serre existe dans l'atmosphère. La planète se réchauffe dans son ensemble et elle provoque un surplus d'évaporation. Pour chaque degré dont la planète se réchauffe, l'évaporation augmente d'environ 7%. Donc, on parle d'une augmentation de l'ordre de 7-8% ces 100 dernières années, essentiellement ces dizaines dernières années, puisque c'est un phénomène qui va en s'accélérant. Les gaz à effet de serre s'accumulent et ne disparaissent pas. Donc on a vraiment une accélération exponentielle de ces phénomènes. Et l'augmentation de l'évaporation accélère le cycle hydrologique, c'est-à-dire que les courants marins, les courants aériens se mettent à s'emballer en fait. On a un emballement du climat, c'est pour ça qu'on parle pas uniquement de réchauffement de la planète, mais qu'on parle de manière plus générale de changement climatique et de crise climatique, puisque ce changement dans l'évaporation est le facteur clé qui va provoquer dans certains endroits du monde plus de sécheresse et plus de vagues de chaleur, dans d'autres endroits du monde plus de précipitations, avec des changements notables. Et ces facteurs météorologiques ont fait que la partie est du bassin méditerranéen est plus exposée. Ça va avoir des conséquences catastrophiques qui sont très bien documentées par les services météorologiques israéliens. On a pris depuis 1988 à peu près un demi-degré d'augmentation de température par décennie. C'est quand même énorme, c'est très au-dessus de la moyenne internationale. On le constate essentiellement par une augmentation dramatique des vagues de chaleur, donc on le sent ces dernières années, à la fois par leur intensité, et par leur durée, et par leur fréquence surtout. Et alors, par contre, après, qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr? Alors, il y a d'abord participer à l'effort pour limiter ce phénomène et essayer d'éviter qu'il ne s'emballe trop. C'est-à-dire, on parle d'essayer de limiter l'augmentation totale de la température de 1,5 degré, maximum 2 degrés. Pour cela, il faut décarboniser l'économie le plus profondément possible et le plus vite possible. Du point de vue israélien et dans l'ensemble du monde, mais c'est particulièrement vrai pour notre région, il faut aussi s'adapter à cette réalité.
C'est-à-dire savoir que la population israélienne, d'ici, elle va vivre dans un monde, dans un pays où il va y avoir de plus en plus de vagues de chaleur. Donc ça veut dire il va falloir qu'il y ait de plus en plus d'ombre. Il faut planter des arbres, il faut assurer une ombre, il faut assurer aux gens une vie qui va être le plus douce possible dans ce contexte compliqué. Il faut bien sûr augmenter de manière très importante la qualité des habitations pour qu'elles soient beaucoup plus isolantes et que les gens n'aient pas besoin d'avoir sans cesse la climatisation allumée et qu'on puisse à la fois économiser l'électricité, qui est un facteur très important d'émissions de gaz à effet de serre, et en même temps vivre dans des habitations qui seront beaucoup plus adaptées à cette réalité compliquée. On est encore très loin des objectifs. On parlait en Israël d'un objectif de 10% d'énergie renouvelable en 2020. On est à seulement 6%. Et on parlait de 10% d'économie d'énergie. On est à 3% seulement. Alors, je pose une question vraiment de profane. Est-ce que, par exemple, le fait que l'on ait changé, on ait modifié, on va dire, au niveau, par exemple, de la production d'électricité, qu'on soit passé plus du côté du gaz que du côté du charbon, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que le gaz, par exemple, en tant que tel, le gaz que l'on produit dans les plateformes gazières au littoral d'Israël, c'est quelque chose qui pollue, qui contribue à ces gaz à effet de serre, ou alors au contraire qui tempère? Alors, la question, là-dessus, quand on parle de produire du gaz, c'est-à-dire de brûler du gaz ou de brûler du charbon dans une centrale thermique, oui. C'est-à-dire juste dans la centrale thermique, dans l'usine qui produit l'électricité, le gaz est plus propre que le charbon. Le charbon est plus sale, à la fois en termes de polluants locaux, c'est-à-dire de particules fines, de dioxyde d'azote et dioxyde de soufre. Le gaz est plus propre que le charbon de manière très sensible. Pour les gaz à effet de serre, c'est également vrai. Le gaz, au niveau de sa combustion, émet à peu près 40% moins de gaz à effet de serre que le charbon. Ah oui. Donc par rapport à la combustion nette, il est plus propre. Cependant, la production du gaz est très polluante, à la fois également en termes d'émissions de produits cancérigènes et donc on le connaît avec les problèmes qu'on a eu autour des plateformes de gaz de Tamar et de Léviathan. Mais il y a également quelque chose sur lequel la communauté scientifique pointe le doigt ces dernières années avec beaucoup d'acuité, qui est l'émission de méthane. Le méthane est comme le dioxyde de carbone un gaz à effet de serre, mais il est 25 fois plus puissant. Ah oui. Et il y a des émissions extrêmement fortes. Donc, par rapport à ça, la communauté scientifique est unanime dans ses conclusions qui ont été reprises par l'Agence internationale de l'énergie. Le gaz, tout comme le charbon, tout comme le pétrole, doit rester dans la Terre, sinon on ne pourra pas éviter un chaos climatique. Et pour terminer, donc, votre pronostic pour les prochaines années, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien est plus à même à développer, en tout cas, les moyens pour lutter de manière plus efficace contre ces gaz à effet de serre ? Je suis très optimiste sur le moyen long terme. Je ne sais pas à quel point on arrivera à stopper cet emballement, mais le changement est en place. Tous les facteurs sont là, à la fois les conditions économiques et la motivation commence à être là. Il faut bien sûr beaucoup plus de pression sur le gouvernement. En fin de compte, il faut se souvenir que tous ces changements pour décarboniser l'économie vont permettre aux Israéliens et puis aux économies qu'ils feront de vivre mieux, c'est-à-dire de vivre dans un monde, dans des habitations plus agréables et dans des systèmes de transport qui seront aussi plus viables, avec aussi des systèmes d'alimentation plus sains. Donc tout cela est dans l'ensemble très positif. Il faut juste espérer qu'on fasse le changement suffisamment rapidement. Eh bien, docteur Yonatan Akainboum, merci beaucoup d'avoir été avec nous avoir expliqué, on va dire, les tenants, les enjeux de ce rapport, donc, des experts de l'ONU sur le réchauffement climatique, en tout cas sur les développements climatiques à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Avec grand plaisir, bonne journée.